Émission spéciale Ailier Fort 2019-2020. Coucou Alex. Salut. Comment ça va bien? Comment ça va toi? Bon, nickel, écoute. Ça va bien. On poursuit ce magnifique déconfinement. Oui, avec Je te peut-être cache bientôt, pas que- avec bientôt des annonces de retour de NBA si ça se trouve. Avec peut-être bientôt des annonces. Faudra qu'on se penche, un de ces quatre, là, sur... on s'est penché sur tout plein de scénarios avec Simon la semaine dernière. Ah ça. Je pense que, limite, on pourrait refaire 1h30 de discussion sans problème avec toutes les Avec infos qui sont tombées depuis. Ben ouais, tu m'étonnes. Peut-être que le 2 juin, on vous redonnera rendez-vous à tous avec des annonces d'Adam Silver ou pas. On verra. Dans tous les cas, vous le savez, depuis quelques semaines, on fait des semaines à thème sur Trash Talk, sur le site, mais aussi sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Nous avons fait les meneurs, les arrières, les ailiers et les coachs. Semaine d'ailier fort qui s'est terminée hier. Et donc, Dimanche. ce sont les pivots qui ont pris la place et qui vont avoir droit à quelques petits focus. Vous pouvez les retrouver sur le site de Trash Talk avec tous les copains de la rédac et aussi sur les réseaux. Nous, Alex, il fallait quand même qu'on parle des ailiers forts. Ouais, on est un peu à la bourre, mais ça va le faire quand même. Tu crois que les gens vont nous haïr parce qu'on a 24 heures de retard? On va bien voir. On va bien voir. Dans tous les cas, vous le savez, on a plein de thèmes et de questions qu'on va pouvoir aborder. Vous êtes invités à pouvoir y répondre. Moi, je propose qu'Alex, on ne perde pas le temps. Comme d'hab, on a du top 6, des plans à 3, des duels un petit peu à droite à gauche. Et donc tout de suite, un ailier fort qu'on n'a pas vu cette saison, qui était considéré encore il y a quelques mois comme un des meilleurs ailiers forts de la planète. Le rouquin volant. Exactement, le rouquin volant, ou certains qui ont mal entendu, le requin volant aussi, ça dépend comment vous aimez Blake Griffin. Dans tous les cas, Blake, après une saison de fou All-Star il y a un an, il n'a pas joué de la saison. On voit une transition qui a lieu à Détroit en ce moment, et que ce soit pour les fans des Pistons, des anciens des Clippers, ou ceux qui aiment le joueur, que faire entre Blake Griffin et les Pistons? C'est la première question qu'on peut se poser. Tu veux dire dans le sens, est-ce qu'ils doivent le garder ou pas? C'est ça que tu veux dire? Ou dans quel sens tu dis ça? Est-ce qu'ils doivent construire autour de Blake Griffin? Voilà. Bon. Parce qu'en fait, déjà, de toute façon, là, je veux dire, même si 2019-20, la saison reprend, je pense qu'on est d'accord, sauf si, genre, il y a un délire du genre, on fait des playoffs à 30 équipes. Sinon, les Pistons, leur saison... Allez, ils auront peut-être quelques matchs de régulière à jouer, mais on peut considérer qu'elle est un peu terminée, quoi. Nous on a fait une loterie, ils étaient premiers de la draft. Donc si tu veux, elle est déjà terminée dans nos têtes. Hein. Voilà, on est d'accord. Ouais. Par contre, le contrat de Blake Griffin, lui, il n'est pas terminé. Lui par contre, il dure plus qu'une loterie, ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que cette saison, il a pris 34,5, la saison prochaine, la 20-21, attends, bouge pas, 36,8 millions, et après, il a une player option, sur donc 2021-22, à presque 39 millions. C'est ça. 39 millions, player option, je vous préviens tout de suite à Détroit, s'il est encore chez vous, faut se préparer à le payer parce qu'il va les prendre. Normalement, tu prends ça, surtout compte tenu de ses soucis de santé et de la situation financière de la Ligue à venir. Donc après, tout le truc est de savoir, parce que, je veux dire, franchement, il y a quelques mois, à l'aube de la saison 2019-2020, la question se posait même pas. À Détroit, ta pièce centrale, l'une de tes pièces centrales de noyau, c'est Blake Griffin, point barre. Le mec sortait d'une saison de All-Star lourdissime, faut le dire, dans une équipe pas terrible, mais lui, lourdissime, 30 ans, enfin, tu vois, dans le prime et tout. Alors, c'est vrai qu'il a des antécédents de blessures, et là, c'est vrai que ça s'est vu. Là, il a du mal à surmonter les pépins physiques. Du coup, il nous a fait sa saison la plus pourrie en carrière. Franchement, c'est sa saison la plus pourrie en carrière. En même temps, il a même pas joué, quoi. Donc, il a joué quoi? Il a joué 15 matchs, il a jamais été de façon à 100%. Qu'est-ce que je dis? Il a jamais été à 50%. Shoot dégueulasse, alors qu'il avait fait des progrès incroyables à ce niveau. Il pouvait pas. Enfin, bref, c'est. Voilà. Donc, après, par rapport à ta question. Non, moi je dirais non, faut pas construire autour de Blake Griffin. Oui, je pense que c'est le message, il a été assez clair du côté de Détroit. Le transfert de Drummond a quand même annoncé une transition claire et nette. Ça se voit, ça y est, à Détroit. Tu sens que l'objectif, c'est essayer de tourner une page, d'en construire une nouvelle. Une des belles surprises, et qui va dans le sens de cette question, Blake Griffin, c'est aussi l'émergence de Christian Wood. C'est-à-dire qu'on voit aussi ce qui s'est passé
Quand Blake n'était pas là, quand Christian Wood a été aussi responsabilisé, il a fait des performances vraiment très sérieuses. Et ce sera un des joueurs à surveiller de très près sur le marché des agents libres. Je pense que faut le signer, lui, là. Il faut le signer cet été, lui. Hein. Oui, c'est cet été. Bah, de toute façon, les Knicks sont dessus, donc il faut le signer, comme on dit. Hein, c'est dans le jargon. Mais pour le coup, ouais, avec ce qui se passe avec Blake, j'aurais pu personnellement continuer à y croire s'il y avait eu un minimum d'attachement des Pistons autour de Drummond, qui a été là depuis le début de sa carrière. Mais vu la façon dont le transfert de Drummond a eu lieu, vu comment la transition s'est faite, et vu comment là, l'avenir a l'air de se dessiner à Détroit, tu te dis, bon... en fait, quelque part, la question que j'ai envie qu'on se pose, c'est est-ce que, en fonction des résultats de la loterie, est-ce que tu vas utiliser ou pas le pic pour te débarrasser de Blake ? J'en ai pas l'impression, parce qu'ils ont quand même besoin de talent. Mais à voir comment est-ce que Détroit peut se débarrasser de Blake Griffin, parce que je le vois pas dans leur plan, en tout cas à court, moyen et long terme. Le problème, c'est que là, avec la saison qu'il vient de faire, et vu le contrat qu'il a, sans le faire jouer, ça va être compliqué. Non, c'est sûr. Compliqué de trouver une franchise qui va te prendre ce contrat-là. Ou alors, ça va être un deal cata comme celui qu'a envoyé Drummond à Cleveland. Quand je veux dire deal cata, je veux dire... j'ai pas envie de rappeler ce que Cleveland a donné, mais si, en fait, ils ont donné... Fais voir. Du Tipex. Non, t'es dégueulasse. Il y a quand même Brandon Knight. Du Tipex. Voilà, et il y a quand même l'intérieur. John Henson, gaucher, du Tipex. John Henson. Tout à fait, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, aujourd'hui, avec Blake Griffin sur le marché, qu'est-ce que tu obtiens aussi ? C'est bien, les Pistons veulent reconstruire et ils sont... qu'est-ce que je dis, ils veulent ? Ils sont en train de reconstruire. Mais il va peut-être falloir que leurs pseudo-assets leur rapportent quelque chose, parce que là, pour l'instant... Oui, alors l'avantage quand même pour Blake, c'est que je pense que même si tout le monde a... en tout cas, beaucoup de gens ont ces inquiétudes par rapport à sa situation physique. C'est-à-dire que c'est clair, quand il est arrivé à Détroit, on a dit, si ça marche bien, ça cartonne, donc saison 2018-2019, et quand ça pète, par contre, attention, parce que ça pète vénère. Et donc, saison 2019-2020. Il n'empêche que, tu vois, par exemple... Il y a peut-être un éléphant dont on parlera de cette vidéo, qui est à Cleveland et dont le nom de famille s'appelle Lamour. Il y a des joueurs qui sont difficilement transférables. On a vu ce que Cleveland pouvait potentiellement récupérer contre Kevin Love. Mais Blake, je pense quand même que des franchises sont conscientes du fait que on n'est pas sur les mêmes, par exemple, par rapport à un Kevin Love, sur les mêmes galères en termes de PR, c'est-à-dire vraiment de public relations. C'est-à-dire que Blake a quand même assez régulièrement eu une assez bonne communication autour de lui et dans ses agissements et dans ses paroles. Oui, il est clean. Il est assez clean quand même par rapport à d'autres gars. Et il y a quand même cette saison de All-NBA, quoi, qui était qu'il y a 18 mois. Donc je pense que peut-être des franchises vont se dire, bon, je n'attends pas une construction autour de lui, mais par contre, est-ce que c'est mon numéro 2 ou 3 d'une équipe qui va loin ? On avait parlé avec Portland ou avec d'autres équipes comme ça. Moi, je jette un coup d'œil. D'accord, mais avec toutes les annonces de cap qui vont baisser, de galères financières à venir sur la NBA, de salles pas remplies, de tout plein d'autres, ils ont des soucis là, les dirigeants de franchise. Parce que vraiment, t'as envie de mettre des billes sur un mec qui va te coûter 37 millions la saison prochaine ? Ah non, mais c'est sûr, non, je pense pas. Je pense que c'est compliqué. C'est sûr. Donc moi, mon option... pour l'instant privilégié, si j'étais les Pistons, ce serait de le remettre en forme, le Blake, et de compter sur lui. Les Pistons ont cette marge financière parce qu'ils n'ont plus grand-chose qui coûte trop cher dans leur cap là pour la saison prochaine. Et de croiser les doigts très fort pour que Blake puisse être un joueur qui impacte malgré ses petits pépins physiques à répétition. Non, et pareil. Après, je verrai. Ouais, c'est ça, tu le conserves. Si tu peux récupérer quoi que ce soit qui peut intégrer dans la machine de Christian Wood, c'est parti. Parce qu'il a quand même connu 2-3 choses, Blake Griffin, dans sa carrière, que ce soit en tant que joueur, avec le nombre de coéquipiers qu'il a eu et juste en interne. Enfin, il sait, dans une équipe en reconstruction, même si lui, ça ne doit pas lui faire plaisir, comme on le disait là, c'est un mec carré, donc je le garde aussi. Et puis après, tu essaies de voir ce que tu peux flairer sur le marché, mais le mec est carré quand même. Donc, Question, qu'est-ce que tu en penses ? Il peut jouer Christian Wood, il peut jouer à côté de Blake Griffin. Oui, tu peux faire 4-5, c'est pas idéal, mais tu peux faire 4 et 5. Voilà, on est d'accord, c'est pas le truc de ouf, mais... Quelques mois en intérimaire, tu peux faire les ça deux s'imagine. comme ça. C'est ça. De toute façon, tu vas pas foutre Thon Maker, je pense que là-dessus, le projet, il est mort-né. De toute façon, c'est qui leur 5 ? Thon Maker.
Voilà. Non, Il y mais a John après, il y a Henson, des. sinon. Oui, c'est ça. Non, mais après, t'aurais pu avoir des options avec Christian Wood en 5, c'est sûr. Mais dans Voilà, tous les c'est pour ça cas. que je pose la question, parce que l'idée, ça serait, si tu gardes Blake, c'est pas de... Faudrait éviter de fumer l'éventuel temps de jeu d'un Christian Wood que tu aurais gardé, quoi, tu vois. Ce serait vraiment idéal de pouvoir quand même s'assurer que Christian Wood, prolongé, parce qu'il faudra vraiment le prolonger, puisse s'éclater, que ce soit avec ou sans Blake. Dites-nous ce que vous pensez justement de Blake Griffin, que vous soyez fan des Pistons ou pas, sur la suite de ses aventures dans le Michigan. On va se pencher sur un autre ailier fort, tiens, qui a eu des pépins de santé. On est dans la conférence Ouest cette fois. Et moi, je vais trancher dans le lard parce que, comme certains ont pu le voir à San Antonio, lorsqu'il faut faire une transition, il ne faut pas tourner autour du pot. La Marcus Aldridge. Vu ce qu'on est en train de voir à San Antonio, et pareil en ayant fait une saison All-Star et All-NBA il y a 1 an et demi. Saison compliquée, toujours aussi bon et efficace des deux côtés du terrain quand il est en forme. Où est-ce qu'on mettrait idéalement la Marcus Aldridge en tant que sidekick pour qu'il puisse aider une équipe à aller très loin? Dans quelle franchise autre que San Antonio la Marcus Aldridge serait-il idéal? C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Il est plutôt jeune, mais il peut encore grave jouer. Ah bah quand même, ouais. Ah ouais, non mais il est plutôt jeune, la Marcus, fin de rien. Quel âge il a lui maintenant là? Il va sur ses 34 ou 35, non? Bah je vais te dire ça tout de suite. Je dirais ça, moi, à l'œil. Et vraiment, je veux dire, il est là depuis un moment, quoi, la Marcus. Et par rapport... Enfin, il est encore tout à fait... Il a de l'expérience, il est plutôt jeune, mais il peut encore largement apporter... Il va avoir 35 ans. Juste, voilà. Au-delà juste d'être un mentor, techniquement très fort, peut s'éloigner du cercle comme la NBA moderne le requiert. Comme tu l'as dit, quand il est en forme, il peut défendre, attaquer, machin, tout ça. Moi, je pense qu'il y a plein d'équipes qui pourraient... être intéressé par, je crois qu'il a plus qu'une seule année de contrat, donc par la dernière année de contrat de la Marcus Aldridge après la saison 2019-2020. Il y a plein d'équipes qui peuvent être intéressées. Toi, tu as dit, genre, pour te rendre très très fort prétendant au titre, il peut aussi intéresser des équipes un peu plus middle à qui il va vraiment les aider à faire passer un cap. Ouais, je me demande lui dans quelle position il se met, parce que tu te dis qu'il pourrait totalement aider des équipes comme ça à passer ce cap, mais est-ce que lui, après avoir bumpé un peu avec Portland et être vraiment allé à San Antonio avec une optique de... Il y est pas allé juste pour les histoires de taxes, hein. Il y est allé notamment parce qu'il y avait des perspectives de bague potentielles avec Kawhi, avec Pop, etc. Bon, après, c'est passé ce qui s'est passé, mais plus personnellement le sentiment qu'il pourrait être cet élément manquant dans une équipe qui va vers le titre, un petit peu, même si ce sont des profils différents, comme on a pu le voir en 2004 avec genre un Rachid Wallace. C'est-à-dire la dernière pièce qui permet à des franchises comme ça de passer de « ouais, vraiment, ils sont un peu inquiétants » à « oh merde, c'est des vrais prétendants au titre, quoi ». Et il pourrait y en avoir. Si tu regardes certaines franchises qui peuvent intégrer un peu de cap comme ça, on fait un petit listing. Parce qu'il faudra faire un trade quand même, mais il faudra bricoler, quoi. Ouais, bien sûr. On fait un petit listing. Certains ont parlé d'un retour aux sources, hein, à Portland. Ok. Pourquoi pas. Alors ça ferait une grosse raquette avec Nurkic. Je suis pas... Pas idéal. Non, je trouve pas que Nurkic soit le complément idéal d'Aldridge et inversement, en fait. Je dis pas qu'ils peuvent pas jouer côte à côte, deux joueurs intelligents, de la technique et tout. Ça doit tout à fait être possible, hein. Boston, faudra le faire jouer 5 alors tout le temps. ouais, On est d'accord. T'es d'accord, hein. tout à fait. Pourquoi pas. Miami, dis donc, la raquette Aldridge Adebayo, c'est comment ça en fait? Ça va. C'est pas relou à jouer ça? Ça va. Est-ce que c'est pas relou à jouer ça? Ça peut être quand même. ça peut être pas mal. Après, j'essaye de voir. Non, bien sûr. Et puis ils auront une position à l'intérieur qui sera pas mal. Ils peuvent jouer demi-terrain avec Butler. Le pick and pop Aldridge Butler peut être très sale aussi. Non, bien sûr. Et puis lui, je pense qu'il serait ravi. Moi, j'apprécie pas mal l'option Boston. Je sais pas pourquoi. Par rapport notamment à leurs besoins intérieurs. Enfin, je veux dire par là, c'est qu'en termes de besoins purs. Miami a quand même quelques ressources un peu en plus avec l'émergence d'Adebayo. C'est le sentiment que en fait, si tu mets Aldridge intelligent dans un effectif intelligent comme ça, drivé par un coach vraiment malin, ça pourrait être un peu le truc qui fait pencher la bascule pour Boston. Ouais, c'est pas mal. Non, j'avoue. Dallas, j'y avais pensé aussi, mais la raquette Kristaps Aldridge. en tout cas, ce serait un bon. Pourquoi En termes de rapidité, Doncic Aldridge, on est demi-terrain, c'est cool. Ouais,
Mais Aldridge, Et en transition, Doncic bien peut sûr. tout à fait jouer en transition. Bien sûr. Et Aldridge, ok, il vieillit et tout, mais il sait jouer le trailer, il sait faire les efforts. Bah après, je dis pas que c'est le fit idéal, c'est un peu comme Portland, je suis pas sûr du fit de la raquette que tu proposes, Kristaps Aldridge. Disons qu'offensivement, ça peut vite être l'enfer pour l'adversaire. Par contre, t'as des vraies failles défensives qui peuvent être exploitées, quoi. Denver, un peu mieux que Millsap. Tu sais que c'est une galère. Tu sais que c'est une galère, hein, Jokic Aldridge. Hein. Mais je sais pas si c'est si. Ouais. C'est pas très moderne. C'est pas très très moderne. Houston, c'en est hors de question, il est beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand. Ça, c'est sûr et certain. Pas sûr que dans le cadre de ce que tu mentionnais, tu disais qui là? Clippers. Bon, Clippers, là, c'est pour faire Ils des ont contours. C'est pas ça, puis ils ont pas la cam pour échanger. Le trade, à mon avis, me paraît très. Je vois pas du tout ce qu'ils vont pouvoir filer à San Antonio qui est intéressant, quoi. Non, c'est sûr. Après, dans l'optique de ce que tu disais, c'est-à-dire faire passer un cap, bon, tu peux toujours dire, bon, ça suffit les conneries Enfin, les conneries. Ça suffit le manque d'expérience ou de joueurs All-Star à Sacramento. On leur fout un Lamarcus Aldridge pour être avec De'Aaron Fox, mais bon, ça gênerait quelque part l'évolution d'un Marvin Bagley. Donc, je sais pas si c'est forcément idéal. Tu le fous à Washington, je sais pas ce qu'en pense Bradley Beal. Je sais pas ce qu'en pense Lamarcus Aldridge, surtout. Moi non plus. Si je peux me permettre. Non, mais Boston-Miami. À voir Miami. qui ferait affaire avec San Antonio. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des affaires qui se passent. Boston, Miami, ça peut être pas mal, ouais. Parce que peut-être que Boston a un peu plus de cam à proposer. J'ai l'impression que Miami, qui pourrait donner en échange? Je sais pas qui lâcherait énormément là. On a 7. Boston, tu voudrais qu'ils vous filent quoi? Parce que, excuse-moi, mais genre Boston, ils vont pas te filer Tatum ou Brown, hein? Non, évidemment. Non, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est du pour coup, ça. tu voudrais potentiellement, là, t'es GM des Spurs, tu voudrais quoi de Boston? Dans une démarche de reconstruct, vas-y. On va faire de la place dans le cap, donc je te prends la dernière année de Gordon Hayward et tu me files du pick de draft, quoi. Comme ça, je m'enlève une année de cap de Lamarcus Aldridge. Celle de 2021. Donc, tu récupères 10 millions quasiment de salaire en plus quand même à San Antonio, quoi. Sur une saison. Par contre, après, je suis libre, puisque Lamarcus, il avait encore 2 ans. Mais c'est petit brin, hein, mais bon, à Miami, j'ai peur que les mecs fassent merci, non, merci, ça va. On vous donne Meyers Leonard. Je suis pas sûr que. Enfin, Meyers Leonard, tu m'as bien compris, hein, mais je suis pas sûr que certains contrats soient acceptables du côté de San Antonio. Je me dis. Le trade bon. est pas simple, c'est clair. Trade est pas simple. Dans tous les cas, dites-nous pour Lamarcus Aldridge ce que vous pensez. Est-ce que ça doit rester à San Antonio encore 1 an et demi? Est-ce que ça va suivre un peu la transition qu'on est en train de voir? Ou bien on le retrouvera, Lamarcus Aldridge, sous un autre maillot la saison prochaine? Ça sera à surveiller de très près. Question suivante, mon cher Alex. On était sur 2 ailiers forts qui ont pas mal dominé. Je sais pas si tu connais Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo. Vite fait. Il fallait qu'on en parle quand même dans la section des ailiers forts. Le duel entre eux deux, on pourra en parler après dans le top 6 pour savoir qui vous mettez en numéro 1 sur la saison 2019-2020. Dans tous les cas, il y a un axe intéressant sur ces 2 joueurs cette saison. C'est le côté défensif. On a 2 joueurs qui sont vraiment dominants dans la course au Defensive Player of the Year. On pourrait avoir un Defensive Player of the Year ailier fort cette saison s'il devait y avoir des NBA Awards. Ouais, parce qu'on est, je veux dire, Giannis Antetokounmpo est à la tête de la meilleure défense de la ligue en termes de ratings, hein, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Et j'aime bien LeBron, j'aime bien Dwight Howard, j'aime bien Kentavious, j'aime bien tous Rajon les mecs Rondo. qui se défoncent. Ouais, Rajon ou Danny Green, enfin tous ces mecs qui donnent des belles choses en défense toute la saison côté Lakers, là, enfin qui ont donné. Mais Anthony Davis, pour moi, a été le fer de lance de la défense magnifique des Lakers, qui est 3e ou 4e en termes de rating, enfin qui est très haut placé également. Donc ils sont candidats tous les deux, c'est des défenseurs très complets dans des registres un poil différents quand même, hein. Même s'ils jouent au même poste. Je pense que Giannis est plus apte que Anthony Davis à aller défendre des guards, tu vois. C'est Giannis... kiff-kiff, hein. Comment ? C'est kiff-kiff, hein. Oh, quand même. Giannis, je pense que Anthony Davis a un meilleur est plus un intérieur quand même que Giannis, quand même pour moi. Je dis pas que Giannis protège mal le cercle ou que Giannis est moins fort. Si je dis que Giannis est au poste bas, limite Giannis défend très bien, mais je trouve Anthony Davis est complètement incroyable pour tous les intérieurs un peu costauds et tout. Genre je le trouve hallucinant Anthony Davis.
je trouve qu'en contre, il a vraiment des... Comme il joue un peu plus près du cercle que Yanis, il contre plus, et il est plus dans l'optique de la protection de cercle. Oui, et puis plus Yanis est expérimenté plus aussi. dans l'aide. Plus Ouais, tout à expérimenté fait, un aussi. peu Il y a plus les expérimenté. 2-3 années de différence qui font que AD est devenu un défenseur tellement intelligent. Mais, Quoi. oui, mais il a toujours été un énorme contreur, Eddie. Dès le début, en fait. Et Oui. Eddie, un peu plus que Yanis, parce que Yanis, c'est pas Le qu'il peut poste. pas contrer, c'est parce qu'il joue plus sur les extérieurs. Ah bah le poste. Un peu plus. Ouais, voilà. Alors qu'ils jouent tous les deux poste 4 aujourd'hui sur le papier au moment du starting line-up. Par contre, je pense que Yanis, Yanis peut switcher beaucoup plus que Anthony Davis sur des guards. Bah, je pense oui, mais après, en tout cas, c'est kiff-kiff. Moi, j'avoue que particulièrement flippé quand j'ai vu du Anthony Davis parfois switcher, qui garde encore cette mobilité d'ancien meneur il peut. et qui est capable, en effet, de... C'est un toss-up, hein. C'est vraiment ceux qui veulent plutôt mettre Anthony Davis en défenseur de l'année. Giannis, après, ça veut pas dire qu'on enlève de la discussion les Rudy Gobert, les Bam Adebayo et compagnie, hein, mais il y a le sentiment que s'il devait y avoir aujourd'hui un trophée de décerné, ça se jouerait vraiment fortement entre eux deux. Ouais, non, c'est vrai que Giannis l'est moins intelligent, je veux dire. Il est plus fort sur les switches pour moi. Ouais. C'est pour ça que je le mets de très haut dans la conversation défensive, j'allais dire des ailiers forts, mais des joueurs NBA en général. Ouais. On a vu cette saison, Milwaukee a été conçu pour avoir une défense de ouf et beaucoup switché pour empêcher au maximum les joueurs d'être ouverts dans le périmètre et donc de te faire arroser à 3 points. On en avait parlé de Milwaukee qui avait, je crois, le plus faible pourcentage à 3 points de ses adversaires en saison régulière, là, cette saison, qui est une de leurs forces. C'est dû aussi au fait que, Yanis, notamment, lui, prend ses responsabilités. On l'a vu aller sur tout type de joueurs, on l'a vu, il refuse aucun switch, et les arrières NBA, même les plus rapides, ils n'arrivent pas à passer, quoi. Enfin, non, c'est clair. C'est devenu un peu trop tendax aussi d'être sur Giannis. S'il devait y avoir un vote, dites-nous, entre AD, Giannis ou quelqu'un d'autre, vous auriez en défenseur de l'année. En tout cas, avec Alex, on avait l'air assez d'accord. C'est pour AD cette saison. La bataille aura été folle. Et puis, ça fait déjà 2 saisons de suite que Giannis est dans la discussion. Peut-être qu'il l'aura à 25 ans avant de réaliser le triplé, comme c'est annoncé. Hein. C'est vrai qu'Yanis, si genre il se fait, tu vois là, c'est vrai qu'il est dans la discussion, comme tu dis, il peut aussi l'avoir, mais moi je trouve que AD a apporté un truc aux Lakers qui existait déjà un peu, entre guillemets, c'est ça qui joue contre Yanis, quoi. C'est qu'Yanis, il y avait déjà une énorme défense à Milwaukee la saison dernière, alors que AD, on a la sensation qu'il a amené le côté, vous avez besoin d'un patron en défense, me voilà. Ça y est, c'est bon, les Lakers sont devenus insupportables à l'intérieur et c'est malheureusement pas par la venue de Mo Wagner. Enfin, même si maintenant il est à Washington, on le sait. Oui, tout à fait, qui est à Washington, sacré compositeur. Dans tous les cas, nous, on va pouvoir enchaîner sur un autre petit sujet rapide. Chez les ailiers forts les plus productifs, notamment cette saison du côté d'Atlanta, nous avons eu John Collins qui a été pas mal mentionné. Saison un peu compliquée avec une suspension. La question qu'on va se poser rapidement, c'est un court segment, c'est sur la situation financière de John Collins. On le sait qu'il doit signer un nouveau contrat, enfin en tout cas qu'il en a la possibilité. John Collins, que ce soit en comparant avec les garçons de la QV précédente, tous les gars qui ont pris leur tarot comme Sabonis, Siakam, Jaylen Brown et compagnie, là lui il est dans la QV suivante. Par rapport à la situation financière de la NBA et tout ça, quelles sont les options des Hawks de John Collins et surtout combien vaut John Collins par rapport à son début de carrière dans la NBA actuelle? Faut le prolonger là cet été, c'est ça? Il y a la possibilité de le prolonger cet été et il faut voir en fait ce qu'il y a de plus intelligent d'un côté pour les Hawks et de l'autre côté pour le joueur. C'est-à-dire qu'il est dans la situation de tous ces joueurs comme on l'a vu l'année dernière avec Jaylen Brown, Domantas et tout ça, de prendre son extension avant ce qui devait être octobre. Qui crée un an plus tard, quoi. C'est ça. Ouais. Problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Combien il vaut John Collins Moi, je pense que ça serait très surprenant que les Hawks ne misent pas cher sur lui. Je trouve qu'il est quand même offensivement, le duo avec Trae Young est quand même... t'es assez serein, tu sais que tu vas scorer avec ça. Ils ont ajouté Capella, donc on attend de voir Capella, mais Capella a quand même un profil moins technique que John Collins. Enfin, je pense que la complémentarité peut fonctionner, quoi. Maintenant, combien il vaut vraiment John Collins? Quel genre d'extension Atlanta peut lui mettre sur la table? Ça sera pas le max.
Non, c'est ça. Tu es d'accord avec moi là-dessus. C'est notamment là-dessus qu'on peut se poser la question, puisque John Collins, lui, s'attend, bon, c'est de la com, hein, mais il s'attend à avoir des discussions proches de Max parce qu'il a une production qui lui permet de. Maintenant, le problème, c'est que entre ce que lui pense et ce que la NBA proposait, et surtout ce qui vaut réellement, parce que moi, personnellement, t'imagines bien, je me suis bouffé du John Collins depuis quelques temps. J'adore le joueur, on avait eu l'occasion de pouvoir discuter souvent avec... souvent, on a eu l'occasion de discuter Plusieurs pas mal en fois détail avec lui à Paris. Donc le garçon est formidable, le joueur est en progression constante. L'encadrement a l'air cool. Et vraiment, en effet, pour se développer, et tout à fait l'entourage est très bon, et pour se développer à Atlanta, c'est très bien. Maintenant, il y a une vraie étiquette qui se construit un petit peu sur lui pour le moment. Et c'est à lui de voir s'il peut la détacher la saison prochaine. Je pense que ce sera notamment le pari que les Hawks vont faire. C'est de savoir si c'est un garçon qui produit dans une équipe un peu freestyle et qui ne gagne pas beaucoup, ou est-ce que c'est un vrai ailier fort qui fait partie de l'élite des ailiers forts et qui donc demande le salaire qui va avec. C'est toute la question. La question c'est voilà, est-ce qu'avec Capella et John Collins, est-ce que tu as une des toutes grosses raquettes de l'Est en fait? C'est la question que se posent les managers d'Atlanta. Parce que Capella, il a montré que, ok, il allait jamais être un mec qui allait shooter à 3 points. Enfin, a priori, tu vois, après, on sait jamais, hein, tout peut arriver, mais je pense pas que Capella va se mettre à shooter. Par contre, il a montré, il peut défendre. Il va en prendre dans le système, hein, t'inquiète. Hein. Pick and roll, écran, rebond, courir en transition, suivre ton meneur et tout, super Capella. John Collins peut évidemment courir, c'est un athlète absolument incroyable. John Collins a montré cette saison qu'il pouvait largement se mettre à shooter de loin. Y a pas de problème. Ça fait une saison et demie qu'il bombarde à 3 points, c'est pas mal. Hein. Donc sur le papier, c'est assez complémentaire, John Collins, Clint Capella, franchement. Mais je pense que ça dépend surtout de John Collins, le niveau réel de cette raquette. Moi, ça m'étonnerait que les Hawks lui proposent une prolongation, une extension dès cette intersaison-là. Je sais pas. En fait, c'est tout le jeu. Alors, elle sera peut-être pas au niveau des attentes de John Collins. Quoi. C'est tout le jeu. C'est-à-dire que si tu réfléchis du côté du management d'Atlanta, ce qui a été dit, en tout cas, League Source, c'était le trash talk, que, en tout cas, du côté d'Atlanta, tu as envie d'utiliser la situation actuelle pour proposer un contrat à ce joueur qui lui permette d'être safe sur la durée. C'est-à-dire que là, ça y est, tu as bien produit, on va te proposer un beau contrat, ce sera peut-être pas le max, mais on va voir ce que ça donne. Maintenant, du côté du joueur, lui... normalement, devrait plus miser sur lui, comme on a pu le voir avec un Brandon Ingram notamment, qui a fait ça à New Orleans, c'est-à-dire faire une grosse saison contractuelle. On a vu Vucevic aussi faire ça récemment, où en fait tu fais une grosse saison contractuelle et tu te ramènes sur le marché 2021. Mais qui n'est pas l'histoire de la contractière, hein. Ça on le sait. Hein, on le sait, et on voit déjà John Collins être capable de nous faire une saison à 24-12 et les Hawks qui augmentent un petit peu dans le classement, et donc tu peux demander un plus gros contrat. Maintenant, on n'est pas sur le même, on a fait toute une émission, on n'est pas sur les mêmes projections salary cap que par le passé. Ah bah là, les bases financières sont moins sereines. Hein. Et donc peut-être que si tu es le joueur, tu te dis, on va voir ce qu'on me propose, mais c'est peut-être rassurant d'avoir quelque chose de très clair et long terme, avec un fort total dès cet été. Combien il a eu, Sabonis ? Sabonis a pris 80, un peu plus. Je vais vérifier. Ouais, je veux bien. Attends, je peux peut-être l'avoir là, bouge pas. Parce que je dis pas, c'est pas du tout le même profil, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. 4 ans, 77 millions. Donc un peu moins de 20 l'année. Ça, c'est un bargain, hein. C'était très bien pour les Pacers. Encore heureux, si John Collins accepte ça, Eli Kobit tout de suite en direct sur YouTube. Mais personnellement, je pense que le premier argument qu'il va faire, c'est « Oh les gars, j'étais quasiment en 20-10 à 40% à 3 points. » Enfin, en tout cas, quand John Collins a joué, par contre, c'était violent, quoi. Et il y a des vrais progrès défensifs. Je pense Jaylen que son Brown, plafond, il a eu combien, c'est... Jaylen Brown ? Lui, il a pris eu 110 sur 4, lui. Il a eu 110 sur 4. Dans l'idéal... Pas mal ça, 110 sur 4. Dans l'idéal, mon plafond c'est 110 sur 4. C'est bien. Faudrait pas le payer plus, hein, je trouve. Ouais. Moi je garde en tête que c'est aussi un garçon, j'avais parlé ici à droite à gauche, je serais pas étonné aussi que John Collins soit attiré par tout ce qui se passe à Miami notamment. C'est un garçon de Floride qui aime bien et qui a toujours dit qu'il voulait jouer... Ils ont pas les moyens le 8 là. Non, ils n'ont pas les moyens, mais par contre, si c'est bien le genre de gain... En fait, si je mentionne ça notamment, c'est parce que Lloyd Pierce, dont on a parlé sur les potentiels sièges éjectables, en termes de coach qui, certes,
permet à John Collins de faire des grosses stats, mais qui par contre a quasiment zéro système dessiné pour lui. C'est-à-dire que même il explique dans les médias que Lloyd Pierce, que John Collins en fait il lui dit vas-y saute en l'air. Mais c'est pas quelque chose qui satisfait John Collins apparemment, donc à surveiller ça aussi. Je sais pas s'il est en amour incroyable de ce qui se passe à Atlanta au niveau de son utilisation. C'est vrai. On lui met 25, on lui met 27 max l'année. Ouais. Faudrait pas trop dépasser 100, 110 sur 4, franchement. On va rester là-dessus. Même, faudrait, ouais. 90, 100, ça serait vraiment bien, je pense. Et cet été ou l'année prochaine? Moi, je suis les Hawks, je vais lui parler des 7 intersaisons, mais avec des offres un peu plus basses, en lui disant tu comprends, le contexte, blablabla, mais tout, nous on t'assure l'avenir et tout, on croit en toi, tout ça. Après, est-ce que John Collins va être chaud sur ce genre de délire ou pas, c'est pas gagné. Lui aussi, il peut dire non, mais les gars, dans ce cas-là, on attend encore un an, on se fait une belle saison ensemble et tout, et puis on verra. Et là, sur la restricted free agency, on sait qu'il y aura des franchises qui mettront un paquet, à voir si les Hawks matcheront en fonction de sa contract year, comme on le dit. Dites-nous ce que vous pensez en tous les cas de ce petit dossier John Collins, qui sera peut-être dans les sûrs ou sous-payés ou normalement payés prochainement. Nous, on va partir du côté de Toronto, toujours à l'est après les Hawks. On va chez les Raptors qui, au moment où on tourne, sont toujours les champions en titre, en attendant d'avoir une fin de saison 2019-2020. On a vu la transition qui s'est faite statistiquement et dans l'attaque de Toronto avec un Siakam vraiment en leading scorer. On a vu aussi ce qui s'est passé avec Kyle Lowry, avec les autres joueurs de Toronto. Siakam, l'évolution, elle est folle. On la suit et on la kiffe. Maintenant, est-ce que c'est un franchise player? Est-ce que c'est un joueur autour duquel tu construis? C'est la question qu'on peut se poser maintenant avec Spicy P. C'est une bonne question. Est-ce que c'est pas plus un super lieutenant, lui? Il y a toutes les cases qui sont cochées pour le super lieutenant. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que Kyle Lowry est clairement les couilles, les poumons et la bouche de Toronto. Hein. À la fois historiquement et aussi dans la façon de driver. Mais c'est assez logique, c'est dans la continuité. Normal, on a vu aussi Pascal Siakam ne pas avoir peur de prendre ses responsabilités en fin de match. Tout à fait. Notamment lors de son début de saison. Il y a eu 2 Pascal Siakam cette saison quand même. Il y a eu le début de saison où on était là genre... Oh, mais en fait, la prolongation, limite, ils l'ont pas payé assez cher, tu sais. Enfin, tu sais, au début, on était là genre, oh là là, c'est peut-être trop cher. Après, on a vu le début de saison de Siakam, on a fait genre, non, en fait, ok, il est candidat MVP. Donc voilà. Il a mis des trucs extrêmement sales. Après, il s'est blessé. Et le retour a été un peu moins glorieux. Et quand la saison s'est suspendue, il commençait tout juste un peu à reprendre du poil de la bête, quoi. Ouais, c'est ça. Entre-temps, il a été All-Star, starter indiscutable, hein, franchement. Enfin, je trouve, hein, perso. Est-ce que c'est le franchise player du futur de Toronto? Si c'est le cas, on n'a pas... Dans cet effectif-là, c'est lui. Oui, voilà, c'est ça. C'est que si c'est le cas, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ambitions que celles de l'année précédente, quoi. Si c'est le franchise player des Raptors, Siakam a pour le moment, et on va pas lui mettre de plafond, hein, mais il a pour le moment la tête d'un franchise player d'une équipe qui ne va pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans les considérations des gars à l'Est que sont pour le moment les Giannis. On est en train de voir Tatum qui est en train d'arriver, Joel Embiid et compagnie, quoi. KD et tout. Enfin, je veux dire, comment est-ce que tu te mets dans cette conversation-là? Moi, je ne le vois pas pour le moment. C'est là où, effectivement, le fait de potentiellement, si on avait pu avoir des playoffs avec les Raptors qui démarrent ces playoffs deuxième de l'Est, on aurait peut-être plus d'éléments aussi pour juger ça, tu vois. C'est ça. Alors, est-ce que Siakam, c'est un mec qui, une fois qu'il n'y a plus Kawhi qui est là, et avec un Gasol un peu vieillissant, et même si Lowry peut guider le truc et tout, est-ce que c'est un mec qui galère à dominer les Nets au premier tour, tu vois, et puis qui fait vraiment pas une bonne série face à Boston au deuxième, par exemple, tu vois, par exemple. Ou est-ce que c'est un mec qui déglingue tout le monde jusqu'à Giannis en finale de conf, tu vois? Non, bien sûr. Et là, il y a un gros duel, quoi. Tu vois, on se dit, ok, d'accord, Pascal. Bah, quelque part. Je sais pas trop, ça. Moi non plus. Et quelque part, je crois que personne serait étonné s'il y arrivait. Parce que vu le chemin parcouru par Siakam, on se dit, bah, pourquoi pas, tu sais, peut-être qu'en fait, Giannis, bientôt, c'est son petit cousin, tu vois, vu l'évolution de. Je rappelle qu'il y a 2 saisons et demie, Siakam. Pascal Siakam, on était là, genre, ouais, le 9e homme, là, aux Raptors, là, le elle est pas mal la G-League. Elle est pas mal la G-League. Elle est pas mal la G-League. Non, tout à fait. C'est ça. Hein. Mais c'est un délire, quand même. En tout cas, en l'état, je le garde encore en très très bon bras droit d'une superstar qui va jouer en juin.
Je ne le mets pas dans la catégorie des candidats MVP et des superstars de la Ligue. Ça peut être un franchise player, mais un franchise player comme on a déjà connu à Toronto, c'est-à-dire un très très bon joueur, mais qui ne mène pas sa franchise jusqu'en juin, quoi. Hashtag démarre des Rosanne. Hashtag Vince Carter, on a vu ça déjà 2-3 fois dans le Canada. Dans tous les cas, Siakam, ce sera évidemment à surveiller, avec l'évolution aussi contractuelle de Kyle Lowry, qui a repris une petite année bonus et qui reste le trompa de Toronto. Un plan A3, Alex ? Vas-y. Vous connaissez le plan A3, on en a mis un petit justement dans cette émission spéciale Ailier Fort. Plan A3, vous connaissez bien, ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, on va proposer 3 joueurs. Il y en a un qu'on va mettre en titulaire, l'autre qu'on va mettre en remplaçant et le troisième qu'on va bouncer pour qu'il aille jouer en Chine. Alex, le plan A3 chez Ailier Fort, Kevin Love, Draymond Green, Kristaps Porzingis. Dont j'ai vérifié, évidemment Kristaps reste un ailier fort, hein. Vous pouvez le mettre pivot parce qu'il fait 12 m 50, hein. Mais entre Kevin Love, Kristaps Porzingis et Draymond Green, qui vous avez en titulaire, qui vous avez en remplaçant et qui vous avez en pôle emploi, Alex? Ces 3 profils qui n'ont rien à voir, quoi. Les 3 profils. Il y a net 2 qui se rapprochent un peu quand même. Ouais. Mais qui sont pas vraiment pareils, mais je veux dire par là, c'est le phénomène du blanc qui stretch, voilà quoi. Ah oui, d'accord. Oui, qui s'est shooté. Ouais, mais quand même, les profils sont, même si c'est vrai qu'entre Kevin Love et Kristaps Porzingis, tu peux trouver une concordance. C'est le pick and pop, quoi. C'est le partenaire de pick and pop. Voilà. Après, derrière, je les mets quand même dans des catégories différentes. Il y en a quand même un qui est capable de protéger son cercle et l'autre qui est un boulimique du rebond. Ouais. Porzingis au rebond, je prends Kevin Love tout le temps. Par contre, s'il s'agit de chase down un gars ou de protéger mon cercle, je prends Kevin Love. Donc ils sont différents à ce niveau-là. On les prend aujourd'hui. C'est pas. Oui, non, mais on fait le plan A3 de la saison 2019-2020 notamment, en perspective de la suivante. Et quand on parle de dossiers différents, c'est aussi toute la discussion qu'il y a autour de Draymond, critiqué souvent, pointé du doigt, mais aussi tellement bien mis en avant quand il est dans une équipe qui cartonne et quand lui est motivé. On a vu aussi Porzingis avec son dossier médical et Kevin Love qui, des 3 joueurs en tout cas, semble avoir jusqu'ici fait quand même la meilleure carrière et a touché l'apex le plus haut, mais qui n'a pas le même âge. L'apex individuel le plus haut, parce que collectivement, c'est Draymond qui a la plus grosse carrière, je pense. Oui, tout à fait, mais maintenant, quand tu balances les deux, c'est quand même... Ah oui, non, mais en termes de... disons que Kevin Love, il a un truc pour lui, c'est qu'à Minnesota, il cartonnait des stats sans rien gagner. À Cleveland, il est arrivé, il fait des stats toujours très honorables et il a gagné un peu avec LeBron. Excellent shooter à 3 points, gros rebondeur. Après, c'est le plus vieux des 3, hein, et en plus, c'est aussi celui qui a quand même eu pas mal de petits pépins de santé réguliers, on va dire. Ouais. Kristaps a aussi des trucs de santé. Draymond, c'est peut-être le plus solide à ce niveau-là, peut-être le plus régulier. Après, il a le jeu qui va pour. Je pense qu'aujourd'hui, là, je titulariserai Kristaps. Ok. Et je prendrai Draymond sur mon banc. Je pense que je cut Kevin Love. Ok. Mais voilà, oui, quand même, parce que je miserais sur... J'ai trouvé le retour de Kristaps très intéressant cette saison. On sent qu'il a été ménagé sur certains points et tout, mais j'ai beaucoup aimé. On avait un peu oublié comment il peut être fort en attaque dans plein de trucs où tu t'attends pas du tout à le voir. Oui, bien sûr. À 2-3 phases de jeu où il fait feinte de shoot, il drive, quoi. Il fait 2m20, quoi, merde. Quoi. Sur la saison 2019-2020, je te suis. Je pense que je mets Porzingis en titulaire. Ah, toi aussi? D'accord. Mais par contre... c'est un peu controversé, hein, mais 2020-2021, s'il faut que je prenne un gars, j'avoue, je continue à te banquer sur Draymond quand même, putain. Ah bah voilà, ouais. Oh là, ouais. Je continue parce qu'il y a un... Bon, déjà, ça dépasse le terrain, j'ai l'impression que les genoux, je les prends sous mon aile et c'est bon, quoi. Tout le monde va être à l'heure à l'entraînement. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine encore avec Draymond et... Entre ces 3, s'il y en a un qui peut me refaire kiffer en étant à fond les ballons, c'est lui. Disons que là, cette saison, on est un peu biaisé. Bah ouais. Parce que... Et il m'a déçu, moi. Il m'a énormément déçu. Il a trop ouvert sa bouche. Ouais. Il a montré que en dehors d'un vrai collectif, il a beaucoup de mal à s'exprimer finalement parce que il a beaucoup de ses énormes qualités à Draymond.
sont à base de... Ils complémentent parfaitement des choses qui se passent bien autour de lui. C'est-à-dire que tu le mets dans un collectif huilé, le mec il bonifie tout parce qu'il peut prendre le rebond, monter la balle et faire une pure passe. En défense, il est capable d'être très polyvalent sur plein de joueurs différents. Il peut les petits, les grands, il peut contrer, enfin, il peut être agressif. En même temps, il a un côté cœur, couille, poumon aussi, tu vois. Mais on a été énervé parce qu'il a trop ouvert sa bouche, il a trop montré ses frustrations. Il a absolument pas bonifié les joueurs autour de lui cette saison parce qu'il faut un niveau minimum d'équipe en fait pour que ça fonctionne bien autour de Draymond. Mais je le mets quand même devant Kevin Love dans ce plan A3 parce que je trouve que Kevin Love en fait il a fait ses stats mais il a fait des stats par rapport à Draymond cette saison. C'est marrant, on a cuté tous les deux Kevin Love. On l'a cuté parce qu'il y a quelque chose de... Mais pareil, je continue de croire encore que Kevin Love, dans un effectif qui est bien, on l'avait fait des rumeurs, pareil, avec d'autres franchises dans lesquelles il pouvait apporter un petit peu, au-delà de son salaire, il pouvait apporter son expérience et son spacing, son rebond et tout ça, et son jeu de passe. Je continue de croire que vraiment bien mis en avant en termes de respect du système, expérience, mise en avant des coéquipiers et tout ça, Kevin Love est vraiment très très fort. Enfin, il peut être All-NBA, quoi. Mais que là, à Cleveland, la situation Ouais, le flingue tellement. Je trouve que le profil de Draymond est plus rare. Ah bah de toute façon, c'est simple, tout à fait. Pendant que tu étais en train de parler de Draymond, quand tu étais en train de cocher les cases, on était sur des trucs dont on a parlé avec Dennis Rodman. Hein. C'est-à-dire que si tu le fous dans un effectif isolé, tu lui demandes grave de choses. Je compare pas les deux joueurs en disant que c'est des joueurs all-time tous les deux. Hein. Mais dans le côté, tu rajoutes cette pièce pour foutre le ciment dans un effectif pas mal et le rendre totalement infernal, il est dans cette catégorie là, Draymond. Voilà, alors que Kevin Love, sans lui faire offense, ce qu'il fait, il le fait très bien. Mais il y a du monde dans NBA qui sait le faire au poste 4. C'est ça, Donc non, ouais, Kristaps titulaire, Draymond pour couteau suisse en sortie de banc. Eh bah dites-nous qui vous avez dans ce plan à 3 entre Kevin Love, Kristaps Porzingis et Draymond Green. Nous on va se pencher sur la question suivante. C'est concernant Monsieur Melo. Et oui, qui fait partie de la vidéo des ailiers forts. Pour ceux qui ne le savent pas, on aurait pu le mettre en ailier, mais non, il est ailier fort Melo. Une des belles stories de la saison 2019-2020, le retour de Melo en NBA, une chouette intégration à Portland, acceptation d'un nouveau rôle aussi, pas être forcément le centre de toute l'attention sur la plateforme et d'être un petit peu titulaire quand même. Le joueur de complément. Comment ? Titulaire quand même. Titulaire tout à fait, mais joueur de complément, vraiment plus que option numéro 1, quoi qu'il arrive, ou en tout cas centre de l'attention. Melo l'a dit, il aimerait bien pouvoir évidemment finir sa carrière avec les Blazers, mais parce que notamment il a été intégré et accepté, et il y a peu de franchises qui l'avaient vraiment sollicité. Où est-ce qu'on le voit ? Comment est-ce que ça peut se finir ? Comment est-ce que la carrière d'un joueur all-time comme ça va se finir avec tout ce qui se passe ? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, dans un effectif au collectif offensif sur demi-terrain bien huilé comme celui de Portland parce qu'ils savent jouer McCollum, Lillard avec un pivot qui fait des bons écrans et tout. Melo dans un rôle où il a mis pas mal de points en spot-up shoot. On savait déjà, pour l'avoir vu dans Team USA ou dans quelques autres configurations, qu'il était fort dans ce rôle-là. Il n'a pas failli dans ce rôle, c'est-à-dire il a plutôt bien shooté, il s'est intégré dans une équipe qui shootait déjà bien à 3 points, et ça va, il n'est pas passé pour un boulet. Ensuite, Melo, mine de rien, peut participer au rebond, même s'il est moins athlétique qu'avant, il a toujours eu le goût du rebond. Surtout en gueulant. Et ouais, il apporte, il a son gros boule, là il prend de la place, il se positionne bien, il a de l'expérience, il aime bien prendre des rebonds. Donc moi je pense qu'il a un vrai avenir en role player offensif. À l'avenir court terme, quand même. Ah oui, il a pas 10 ans de... Non, c'est pour ça que je disais, il a un vrai avenir en tant que role player. Je veux dire, pour les 2 saisons qui viennent, je pense qu'il peut tout à fait intéresser des équipes qui vont le mettre ou titulaire ou qui vont le faire sortir du banc, mais avec un temps de jeu raisonnable. Ce sont des équipes qui vont se dire, moi, mon équipe, elle fonctionne déjà pas trop mal. Melo, je le paye pas cher et je sais ce qu'il va m'apporter. C'est le test. Pas de surprise. Ouais, le test que j'attends pas mal s'il y a reprise de NBA et pour voir s'il pourra rester à Portland ou aller ailleurs, c'est justement la bascule qu'a fait Dwight, qui a pu faire Derrick. Après, on n'est pas sur les mêmes joueurs all-time. Après, on peut dire ce qu'on veut en termes d'approche, etc. Mais c'est le banc. Tu mentionnais là le fait d'être remplaçant. Ça a vraiment, vraiment causé un problème
à OKC, c'était il n'y a pas si longtemps. On était sur Et d'autres attentes Houston. aussi. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts aussi depuis. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Je me demande s'il serait capable d'accepter ce rôle parce que par contre, s'il l'accepte, je pense que ça peut être un bête de sixième homme. Bah, le Ce truc, qui est c'est que difficile comme phrase à entendre, mais putain. si t'as Carmelo Anthony, même s'il a 35 ou 36 maintenant, t'as Carmelo Anthony dans ton effectif qui joue Get buckets. 25, 28 minutes par match, un vrai temps de jeu, attention. Hein. Mhm. Alors tu sais que c'est clair, c'est pas le mec qui va te lockdown des gros extérieurs ou des gros intérieurs adverses, mais il Ouais. va te bosser le rebond, ok. Par contre, tu sais qu'il va te mettre 15 ou 16 points par match en shootant à 36, 37, 38, 39, voire 40% de loin. Bah ça t'intéresse, hein. Je Bah, pense c'est que ça. intéresse plein d'équipes aujourd'hui. C'est ça. J'aimerais bien que lui il puisse accepter ce surtout rôle et qu'il si c'est le paye pas cas, cher. et si c'est le cas et qu'il y a un coach qui le met bien en avant et qui lui explique que c'est pas mauvais en fait pour la santé d'être remplaçant, pourquoi pas. Ce serait la dernière étape un petit peu de cette transition pour Melo qui, on peut dire ce qu'on veut, il en aura fait au début un peu un pataquès et puis après à Portland, en tout cas en l'état à Portland le test a été assez convaincant quand même. Moi je suis Portland, j'ai envie de le garder à pas cher. Hein. Moi aussi, je pense que Lillard il aime bien, ça lui fait Ah un mec ouais. sérieux, je suis Ah, d'accord. puis t'es dans les dirigeants, tu fais attends, Carmelo Anthony, quoi. Personne va le laisser ouvert dans le corner, quoi. C'est Carmelo Anthony, Ça personne reste va quand le même laisser Melo, ouvert. tout à fait. Et puis Donc les, ça les space, éventuels coups de donc c'est chaud, moderne et tout. totalement, ouais. Les Ouais, éventuels tu coups de vois. chaud, t'es content, clairement. Un peu clutch et tout de temps en temps. Enfin, c'est quand même. Je suis Franchement, bien d'accord. Dites-nous justement sur Melo ce que vous voyez. Est-ce que ça reste à Portland? Est-ce que ça va ailleurs? Quelle autre franchise serait intéressée? Est-ce qu'on va faire une réunion avec le Sir LeBron du côté de Los Angeles? Ça, ce sera à voir. Pour le moment, c'était plus Markieff Morris, hein, comme on dit dans le jargon. On va pouvoir nous se pencher sur une autre question. Il y a un ailier fort. Avant qu'on parle d'un phénomène, il y a un ailier fort qu'on attendait fort en NBA qui a été aussi pas mal valdingué à droite à gauche suite à différents transferts. Il s'appelle Dario Saric. On l'a vu à Philly, on l'a vu à Minnesota, on l'a vu à Phoenix. Pépite croate qu'on voit capable de produire en NBA, mais on a vu aussi combien de destins comme ça, qu'ils soient européens ou américains, dans des franchises qui le transfèrent, qui l'utilisent mal et qu'on voit ensuite un petit peu se fondre dans l'ombre. Dario Saric, quel avenir en NBA et surtout, est-ce qu'il doit être en NBA? comment ça, est-ce qu'il doit être en NBA? Est-ce que si tu es Dario Saric, est-ce que cette situation te convient ou est-ce que tu as envie Ah. de faire une Kirilenko et tu rentres ou comme Jasikevičius et tu rentres en Europe et tu décides de dominer comme tu es censé l'être depuis ton adolescence quoi. Mirotic, un peu là. 3-4 ans, on est peut-être devant cette perspective-là, tout à fait, d'un Mirotic qui a fait 3-4 saisons en NBA et puis qui après a fait bon bah les gars, il y a un moment ça va quoi. Je suis pas sixième. C'est pas inenvisageable. Ça, je pose la question. Surtout qu'avec la situation financière actuelle, on va voir l'intersaison. Je rappelle que Dario Saric, là, faut lui filer un contrat la prochaine. Ah bah c'est vous, hein, tu peux dire toi. Hein. Bah, nous. Non mais nous, oui. Bah tu vois, Phoenix par exemple, moi, Oui. en tant que fan des Suns, GM des Suns. franchement, moi je le kiffe. Bah oui. Moi je kiffe Dario Saric. Moi déjà j'aimais bien le joueur avant. Je kiffe sa polyvalence, je kiffe son côté, il sait un peu tout faire, il se bat, défend pas si mal, il est capable de rentrer un peu de tir de loin, il est capable de faire la bonne passe, enfin il est capable de faire beaucoup de choses. Maintenant, à l'échelle de la NBA actuelle sur le poste 4, Dario Saric peut être titulaire, mais dans des configurations bien précises. Et sinon, c'est un bon joueur de banc, quoi, tu vois. Aux Suns, vu le niveau global de l'équipe et vu qu'il est poste 4 et qu'il est entre Kelly Oubre et Ayton, je trouve qu'il a vraiment le profil parfait, limite, tu vois. Donc tu le conserves. Comptez qu'il y a aussi Booker. Ah, moi, perso, en fonction de combien je peux le payer, moi, je paye un peu Dario Saric à Phoenix. Ah ouais, clairement. Bah c'est Ah toute ouais, la c'est toute Après, la ça question dépend. quoi. Si l'autre, il veut 18 millions la saison, Bah, je ça va être compliqué, hein, tu Bah, vois. je pense mais- pas que ce soit forcément, vu le caractère du garçon et ce qu'il a montré, que ce soit avec la Croatie, en Europe ou même les débuts avec les Sixers, tu as plus le sentiment que c'est vraiment un joueur qui est habitué à tout donner pour la gagne et qu'à mon avis, le système NBA avec des franchises qui parfois perdent volontairement, hein, parce que c'est une histoire de balle de ping-pong, à Minnesota, à mon avis, ça a dû être vraiment dur pour lui moralement. Ouais. Phoenix, même s'il y a eu des progrès, je vous adore, hein, évidemment, mais je veux dire, quelles sont les perspectives vraiment de victoire? J'ai l'impression Ah, mais que peut-être qu'il a pas envie de rester, hein. bah, Saric, là où on l'a vu vraiment tendre les points, c'est quand il y a eu vraiment les débuts Joel Embiid, Ben Simmons, et que lui foutait le nez, la tête la première sur le parquet pour récupérer un ballon, et que ça contribuait à l'évolution des
à la progression des Sixers. Et là, je me demande si ce serait pas une situation où lui évalue ses options et se dit non mais les gars, moi je prends vraiment un salaire vraiment moindre, mais par contre je veux être chez un contender quoi. Peut-être. Pour une fois qu'il a la main un petit peu sur sa situation contractuelle. Peut-être. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est possible. Hein. En tout cas, je serais surpris que les Suns lui proposent pas quelque chose. Ouais, c'est ça, normalement. Parce que en lui faisant des promesses, tu vois, en lui disant attends, en gros, voilà, c'était la transition. Maintenant, on a notre groupe. Regarde, il y a Rubio, il y a Ayton, il va pas être suspendu 25 matchs tous les ans. Enfin, on espère. Il y a Booker, il y a un All-Star. Regarde, Kelly Oubre, il est encore là pour au moins une saison. Reste chez nous. Ouais, tout à fait. Non, bien sûr. Tu là, vois, je suis assez d'accord. Et je serais surpris que les Suns fassent pas cette proposition-là. Après, t'as peut-être raison. Hein, peut-être que ça risque de faire non, mais les gars, vous êtes gentils, les Suns. En fait, il y a LeBron qui vient de m'appeler et je vais prendre le minimum vet aux Lakers. Puis voilà, merci, au revoir. Alors, je sais que Serbie-Croatie, c'est pas la folie. Mais alors, par contre, si t'es Denver et qu'il y a Jokic qui fait gars, viens. Et on va faire du sale tous ensemble dans la raquette, là. Ouais, ça peut être un fit intéressant pour lui. On parlait de Boston tout à l'heure. Tu me parlais de Miami, là. Miami, dans l'offense de Spoelstra, là, d'avoir un mec qui est capable de faire tout ça, là. Ah oui, mais bien sûr, non, mais il y a plein d'équipes. Il y a plein d'équipes. Saric, il va dans quelle franchise Saric ne va pas, quoi, en fait. Bah, en fait, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas pouvoir lui filer 25-30 minutes par match. Tu sais qu'il va pas bouffer le ballon en attaque. Intelligent. Qu'il va être plutôt propre. Ah oui. Il va se battre. Il peut un peu tout faire en fonction de ce que tu lui demandes ou de l'adversaire. Il va pas trop te perdre le ballon. Enfin, moi, j'ai kiffé sa saison. Moi, j'étais saoulé. Il a eu quelques petits pépins physiques, mais dans l'ensemble, il a quand même joué beaucoup de matchs. Et moi, j'ai kiffé sa saison. Même s'il a pas toujours très bien shooté. À voir. Sa saison. À voir tout à fait le dossier Saric. Dites-nous dans tous les cas ce que vous pensez. Est-ce qu'on pourrait être amené à avoir une situation à la Nikola Mirotic, comme on a pu voir, qui après lui est retourné en Europe pour avoir vraiment un statut de trompa qui puisse dominer, parce que c'est peut-être aussi ça qui manque à Saric, c'est d'avoir du temps de jeu dans une équipe qui gagne. C'est ce que veut n'importe quel compétiteur quelque part. Hein. Ouais, c'est logique. Question suivante. On faisait les ailiers forts et je crois qu'on devait faire une toute petite section quand même sur un garçon qui s'appelle Williamson, Zion de son prénom. On l'a fait en courte, puisqu'on va pouvoir après peut-être en parler dans un top 6 ou pas. Ça dépend si vous l'avez mis ou pas dans votre top 6 de la saison 2019-2020. On n'a pas eu beaucoup de matchs de Zion, mais par rapport aux prémices qu'on a eues, on est bien sur la voie d'une superstar. On se permet. S'il se blesse pas, bah oui. C'est bon, c'est confirmé. Bah, en 10 matchs. L'incertitude... Non, 20 matchs, t'exagères. Enfin, 18. Enfin, je sais pas exactement. Vas-y. Mais oui, disons que... L'incertitude, elle est plus sur genre, ouais, il y a ce côté. Enfin, tu vois, il fait 2 mètres selon la police, mais en fait, on sait très bien que c'est Charles Barkley, quoi. Il fait 1m93. 15-16. Hein, voilà, on nous dit 120 kilos, mais. La CGT dit 130. Franchement, ouais, il est vraiment. C'est un bœuf, hein. Ouais. C'est un bœuf de ouf. Et là, hashtag confinement. Et là, hashtag confinement. Hyper chelou en termes de prototype physique. Bah oui. Et donc on sait que ça peut engendrer genoux, dos, cheville, enfin ça peut engendrer de la blessure. Sa saison rookie, on l'a vu. Hein. Mais pour moi, s'il se blesse pas, bah bien sûr que c'est une superstar en devenir. Il a 19 ans, il est déjà trop fort. On l'a vu, il était à peine arrivé, tout de suite, il crève l'écran, quoi, en fait. Enfin, voilà, en attaque, il faudrait qu'il fasse un peu progresser, évidemment, son tir, hein, dans le périmètre. Encore que c'est pas forcément... Enfin, il en a besoin pour continuer à être menaçant sur ses points forts. Ce mec-là sous le cercle, ce mec-là au poste en face-up, là, au poste un peu mid-range, quand il peut faire son petit appel, contre-appel, démarrer, poser quelques dribbles, qui défend sur lui, en fait ? Non, bien sûr. Pas grand monde, hein ? Ouais. Bon, toute la question, perso, c'est de voir comment est-ce que New Orleans a prévu d'articuler l'équipe autour de lui. Parce que comme tu l'as dit, profil particulier, prototype particulier, et donc attaque particulière. Dans un registre un peu bully ball, comme on a pu voir, je veux dire, on n'est pas sur un ailier fort à qui tu files la balle dos au panier, et puis vas-y, fais-nous des turnaround fadeaway, quoi. C'est vraiment, comme tu l'as dit là, on pose un dribble, on joue sur la vitesse, explosivité et dépasser son joueur. Et puissance. Et puissance. On est quelque part dans un registre, à voir après comment ça peut se développer, comme on a pu le voir avec l'évolution de Giannis. C'est-à-dire les dimensions athlétiques et physiques sont tellement dominantes que tu peux lui dire « Bon, on va te développer techniquement, mais tu es tellement dominant physiquement que
on te laisse abuser de ça pour qu'on articule l'équipe autour de toi. Est-ce que New Orleans voudra suivre cette tendance et se dire, bon bah, c'est avec lui qu'on va l'avoir en option 1, c'est-à-dire en tout cas on articule autour de lui, ou est-ce que c'est une option 1 bis? C'est ça qui va être intéressant à mon avis à suivre. Pour moi, tu es obligé de le tenter en option 1 d'abord, dans un premier temps. Ouais. Juste pour voir, en fait. Est-ce qu'il a le jeu de passe déjà... Il a grave le jeu de passe. Il a grave le jeu de passe. Il a, bon, comme j'ai dit, le périmètre, c'est pas ouf, mais c'est pas minable. T'es obligé de respecter un minimum. Ouais. T'as plus envie qu'il shoot plutôt qu'il vienne te défier dessous. Non, c'est sûr. Clairement, les défenses vont le jouer comme ça, mais il en mettra un peu, donc c'est à voir. Ensuite, moi, je l'ai trouvé vraiment impressionnant dans ses finitions. Il finit tout, en fait. Il est chelou, hein. Même quand il passe pas l'épaule, en fait, il s'en fout, en fait, parce qu'il fait de la place. Sous le cercle, il est incroyable. Ligne de fond, ses attaques ligne de fond sont meurtrières. Non, c'est nucléaire. C'est mismatch en permanence, en fait. C'est-à-dire, les ailiers qui vont être suffisamment rapides, les mecs vont tous lui rendre 20 kilos, donc bonne chance. Les intérieurs qui vont être pas assez rapides, ils vont être assez 15 km/h. Mais c'est ça, c'est un délire, voire des fois des kilos, hein, parce que... tu vois, donc non, il est vraiment très compliqué à jouer là-dessus. Si tu l'entoures un peu de shooters, comme ça va être le cas à la Nouvelle-Orléans, parce que... Parce que c'est trop logique. JJ Redick, Joe Holiday et tout, tu vas pas laisser ces mecs-là ouverts, hein, ça me paraît compliqué. Même Melli, il lâchera la balle. Ouais. Donc pour moi, ça se tente obligatoirement. La vraie incertitude, elle est plus sur est-ce qu'il peut développer son shoot ? Qu'est-ce qu'il peut vraiment devenir en défense ? C'est en défense, la saison prochaine que j'aimerais bien voir, notamment ce qu'il fait. Est-ce que c'est pour le moment un défenseur spectaculaire qui contre un ou deux shoots vers le 8e rang ? Ou est-ce que, comme il l'a montré par séquence, il peut switcher sur plusieurs postes et dire, alors en fait, reculer là au poste, ça ne va pas être possible. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je bombe le torse et en fait, c'est un mur. Et en même temps, il a le profil pour dire, en fait, les meneurs, je baisse les jambes et je me mets en position de chaise et c'est parti, tu ne passeras pas. En fait, en 1 contre 1, moi, je l'ai trouvé très fort en ISO, quasiment contre tout type de profil. Il est capable. Là où il m'a saoulé, c'est plutôt les lectures, rotation. Ouais, les lectures, les rotations, là, par contre, l'autre... au moins, s'il y a quelque chose d'humain, c'est qu'il a 19-20 ans. Quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que, limite, le truc, c'est que c'est presque normal. C'est rassurant. Quel rookie arrive en NBA et genre le mec, il est déjà trop intelligent et il fait déjà toutes les bonnes aides. LeBron. Ouais, Tim Duncan aussi. Non, mais voilà, Tim Duncan. Et encore, Duncan, c'est pas... c'était un petit peu sale quand même. Tout à fait, puis après, il avait 22 ans, l'autre. Il était à peine arrivé, l'autre. Ouais. Oui, c'est vrai, il était plus vieux, mais il était à peine arrivé, il était là genre, non, t'inquiète, c'est bon, j'ai. Ça, c'est marrant, le All-Star Game. Non, c'est clair. Dans tous les cas, sur Zion, dites-nous comment est-ce que vous voyez notamment l'évolution. On va suivre athlétiquement, physiquement, comment ça va se développer. Et évidemment, comment le phénomène peut devenir un des ailiers forts dominants de la planète. Pour le moment, on l'a vu sur une vingtaine de matchs. Et on devrait le retrouver. Trop particulier. Il est trop spécial pour ne pas être au moins tenté en option 1. J'adore Brandon Ingram, mais je pense que il est trop spécial, Zion. T'es obligé d'essayer au moins. Il faut, sinon c'est une erreur de management, comme on dit. Avant de s'occuper du top 6 des ailiers forts de la saison 2019-2020, on va juste se pencher sur une question et vous avez aussi la possibilité d'y répondre. Quel est l'ailier fort que vous avez hâte de suivre sur les prochains mois, que ce soit la prochaine saison NBA et surtout dans son évolution? Alex, il y a plein de profils, soit dont on a déjà parlé, soit dont on n'a pas encore parlé. Vous en avez un dans le radar. Dites-nous qui. Alex, je t'en prie. Jaren Jackson Jr. Oui. J'étais très frustré quand il s'est blessé là un peu vers la fin de... Enfin, c'était pas la fin de la vraie régulière, mais c'était juste avant, un peu avant la suspension. Ouais. Ça s'est beaucoup vu dans le jeu de Memphis, mine de rien. Bah ouais. Direct. Hein. C'est-à-dire que Ja Morant, hyper impactant, Valanciunas, hyper impactant. Enfin, beaucoup de joueurs sont très impactants à Memphis, mais Jaren Jackson Jr., j'ai beaucoup aimé sa deuxième saison là, de sophomore. Sur plein de niveaux... Il shoot, mais vraiment bien. Il est grave capable de loin. Il défend. Alors, ça manque encore un peu de maturité. Alors lui, c'est pas qu'il lit pas bien. C'est pas qu'il fait pas bien les rotations par rapport à Zion dont on vient de parler. Lui, le souci, c'est que par contre, il peut prendre 3 fautes en 80 secondes. Quoi. Ça, c'est possible. Ça peut lui arriver. Il a encore ce petit côté un peu je saute un peu trop, je me jette un peu trop et tout. Mais ça peut, pareil, hein, ça peut se travailler avec l'âge. Il est encore très jeune. À côté de ça, lui, il switch tout, il peut contrer. Si je devais mettre un petit bémol, un petit point faible, ça serait peut-être, moi, son espèce de manque d'agressivité, de nonchalance parfois au rebond.
où Oui. il m'a un peu énervé sur pas mal de matchs là où j'étais là genre vas-y gros. Tu sais C'est quand pour il y a l'arrière Valanciunas qui vient, derrière, qui passe et t'inquiète. qui rafle tout là. C'est pour Valanciunas derrière, t'inquiète. Ouais. Enfin franchement, il faudra Ah. regarder les stats, mais pour moi il prend pas assez de rebonds du tout. Et ça c'est un truc sur lequel il va devoir travailler. À mon avis c'est surtout mental. C'est de la concentration et de l'envie. Le rebond. c'est de la Expérience aussi concentration un et de peu. l'envie. Hein. Aussi Tout un à peu. fait, ça peut venir avec l'âge aussi. Donc voilà, mais offensivement, il m'a bluffé. Plus fort que ce que je pensais vraiment. Défensivement, ces petites failles, c'est surtout sur de la gestion de faute. Et ça, je suis persuadé qu'avec l'âge, il va s'améliorer. Donc ouais, je suis très curieux de voir ce que va devenir Jaren Jackson Jr. Pour moi, il est un très beau prototype d'ailier fort moderne. Bah, on en avait parlé justement, je crois, soit c'était dans la review, soit c'était peut-être dans la review des Grizzlies, ou en tout cas dans une vidéo récente. Troisième saison professionnelle de Chris Bosh, All-Star. Est-ce que la saison 3 de Jaren Jackson Jr., c'est celle où il fait genre, en fait, ouais, bras tentaculaires, bon, c'est pas tout à fait le même joueur, on est d'accord. Pas les mêmes défenseurs, pas les mêmes joueurs offensifs, etc. Mais juste en termes de, je suis passé de 10 à 16 à, est-ce que je peux être vraiment, en tout cas un level All-Star, parce qu'on sait que l'Ouest c'est toujours C'est hyper blindé, et que s'il y a un joueur qui doit être All-Star, c'est plus Ja Morant, entre guillemets, parce que Si tu veux des spectaculaire, forwards, etc. Tout à fait. j'en ai quelques-uns quand même que Il va ça avoir va un pas peu être de facile mal, pour ouais. Jaren Jackson. Jaren Jackson Jr. va prendre la place de Mike Conley parmi les joueurs de Memphis qui vont jamais au All-Star Game, ça peut être possible. Mais dans tous les cas, faudra voir, je te suis totalement sur le fait que sur la saison prochaine, est-ce qu'il continue son évolution? Est-ce qu'on a de moins en moins de fautes? Et est-ce que en fait c'est le numéro 2 d'un tandem qui regarde droit dans les yeux les autres stars de l'Ouest, quoi, avec Ja Morant? C'est ça. Moi, j'ai tellement été agréablement surpris par sa capacité à scorer que je pense qu'il va encore progresser sur ce niveau. Ah. Là, il est presque à 17 points par match cette saison. C'est c'est quand ça. même bien déjà. C'est exactement ça. Mais, Bosch était à 17 sur sa deuxième. Il va falloir du rebond, gros. Ah, Il va falloir du rebond. Là, je suis désolé. Là, par rapport à sa taille, à ses capacités athlétiques, là, j'ai les stats. J'ai cherché. Il prend même pas 5 rebonds par match. Jaren Jackson? Oui. Cette saison. 4,7 là, j'ai sous les yeux. Je me trompe? Brook Lopez? Tiens, ça, c'est pas assez. Il va m'en falloir plus. Ouais, c'est ça. C'est important pour l'équipe déjà de base. Et puis c'est important pour lui. Les rebonds, ça finit une défense. Enfin, c'est un secteur dans lequel il peut, j'en suis sûr, être plus performant. Je suis bien d'accord. Jonathan Isaac, justement, je me suis spoilé. Jaren Jackson Jr., qu'il faudra suivre de très près. Moi, personnellement, je vais partir sur monsieur Jonathan Isaac. J'avais Lauri Markkanen un peu dans le viseur pour voir ce que ça pouvait donner, parce que avec Chicago et les changements, ce serait bien de le retrouver et puis créer un joli duo avec monsieur Zach LaVine. Mais Jonathan Isaac, la frustration est telle, parce qu'on avait vu le début de saison avec ce qu'il était capable de faire défensivement, et puis là je me disais, ok, là ça marche avec Vucevic s'il arrive à être en forme. Là on a un vrai pivot offensif qui va faire le taf, et derrière on va lui mettre une tarentule qui va pouvoir combler toutes les possibles galères défensives. Ouais. Et qui pourra aussi bosser sur son shoot et son handle. Enfin bref, genre, wow, attention, Jonathan Isaac a passé le cap. On a vu le début de saison où il a fait, on a parlé dans la review du Magic, où il a fait des matchs, mais défensivement, mais tellement scandaleux. Mais vraiment, il y a eu des matchs, mais tellement flippants de la part de Jonathan Isaac. La blessure à Washington, où il se fait mal et tu le vois quitter le terrain, et tous les joueurs du Magic, dont Evan, disaient mais c'est terrible parce que c'est avant tout un gamin vachement bien, c'est un bon gars, quoi. C'est un bon gars, oui. et de le voir se blesser dans cette progression constante et dans un système Clifford dans lequel il était respecté, mis en avant, moi ça m'a vraiment déchiré, et je suis de près sa rééducation autant que se peut. J'ai très hâte de voir comment il revient, parce qu'on sait aussi qu'avec ce type de grosses blessures, il faut le mental qui va avec. Mais alors, si Jonathan Isaac il revient fort, ça fait partie en tout cas des gars qui me faisaient cliquer sur le Magic, en fait. Trop de potentiel de tout. C'est-à-dire que rien que déjà là, il peut faire 5 saisons défensives comme ça, bon bah il aura sa place en NBA. Et alors s'il y a un bout de shoot qui se développe, parce qu'il l'avait déjà un petit peu, mais un bout de shoot qui se développe à 3 points, et un peu de handle parce qu'il l'a montré... Oh la misère. Ouais. Oh, Est-ce la que la misère. clé, c'est pas de lui enlever Aaron Gordon à lui des pattes, entre guillemets? Allons-y Et de lui si mettre tu plutôt veux. un vrai 3 qui shoot. Ouais, pourquoi pas. Non mais tu vois, genre Pourquoi pour vraiment le fidéliser au poste 4 et lui dire vraiment ça devient ton... Mais
ton job, quoi. De toute façon, on en avait parlé maintes fois avec les fans d'Orlando et même ceux sur Twitter qui aiment bien en discuter. C'est savoir si tu vas continuer avec cette paire avec Vucevic ou bien te laisser tenter par ce potentiel combo Bamba-Isaac. Il y a un match que je conseille à tout le monde d'aller voir à ce niveau-là. Moi, que j'ai en tête, je me rappelle plus de la date exacte, mais c'est la venue des Lakers à Orlando. Ah oui, oui, oui. Le taf de Jonathan Isaac sur Anthony Davis. Non, c'est n'importe quoi. Franchement, et à Dallas. Ça saute bien aux yeux. Là. Et à Dallas, il y a eu genre, tiens, quoi, Luka, on va switcher, il n'y a pas de problème, il est en 5x5 quasiment. Ouais. Très, très, très flippant, Jonathan Isaac. C'est vrai, contre les Lakers, il avait été fortiche et d'autres matchs comme ça. En tout cas, ça faisait partie des belles surprises. Moi, je le suis de très près, c'est chouchou depuis le début de sa draft. Et puis, il faut faire confiance à John Hammond, j'ai envie de dire. Ouais, lui, il aime bien les freaks. C'est ça. Donc, si ça peut se développer, ça va être pas mal. Alex, on va devoir terminer avec notre top 6. Allez. Vous le savez, chaque semaine sur Trash Talk, on fait un top 6 par poste. On a fait meneur, arrière, ailier et les coachs. On vient de se faire les ailiers forts. On a fait un petit top 6. Vous pouvez retrouver celui de toute l'équipe sur le site de Trash Talk. On a démarré la semaine des pivots. Et avec Alex, juste, on va faire un rappel sur notre top 6. Est-ce qu'on a le même, Alex ? On doit avoir beaucoup de choses en commun, j'imagine. Numéro 1. Ah, tu veux aller dans ce sens-là ? Ouais, je vais faire dans ce sens-là. Allez, Giannis. Évidemment qu'Anthony Davis, j'imagine que t'as mis Giannis aussi, c'est ça ? J'ai mis Giannis en 1 et Eddie en 2. Oui, bon, cette saison quand même, merde Giannis, je veux dire, à un moment donné... Il y en a un en 3 lettres et l'autre qui ne l'est pas, quoi. Il y en a un en 4 lettres et un en 3 lettres. Disons que, je veux dire, Giannis a progressé encore, je veux dire. Après la saison dernière, où l'autre MVP, la saison dernière, il est à... Attends, bouge pas. 27,7 points, 12,5 rebonds, presque 6 passes, 1,5 contre, 1,5 steal, enfin bref, voilà. Giannis, quoi, bonjour, je suis partout. Il a progressé. C'est-à-dire qu'il a mis 2 points de plus et il a pris des rebonds en plus, vraiment, quoi. C'est fou. Ça va mieux à 3 points pour la fin de l'existence de l'humanité. Il progresse à 3 points, ça reste encore faible, mais je veux dire, ça reste à 30%, quoi. Ça reste faiblard. C'est suffisant pour être vraiment flippant, putain. Disons que les gens vont le laisser shooter pour l'instant, encore, mais combien de temps ? C'est vrai que lui, on en parlait dans la review. L'autre, s'il arrive à 34-35%, aïe, ça reste un pourcentage un peu faible, mais fin de l'existence de notre espèce. Ça a commencé à être relou. Je veux dire, mais c'est quoi ces statistiques là, 30-14 là, 30-14 avec 6 passes, 1 contre, 1 steal. Et Jim Baylor. Shaquille O'Neal qui fait des passes d'ess, c'est quoi ce bordel ? Ça. Coast to coast. Non, c'est vrai que Giannis, pareil, je le mets en 1 parce que voilà, il y en a un qui va être MVP et l'autre qui va... Enfin, il y en a un qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA et qui va faire probablement le back-to-back MVP s'il y a distribution des awards. Et il y a un excellent Anthony Davis qui a vraiment été fondamental dans la meilleure équipe de l'Ouest et qu'on peut déterminer comme le deuxième meilleur joueur derrière LeBron de sa propre équipe. Voilà, et encore, dans l'absolu, il cause avec LeBron. LeBron a dominé, a imprimé le jeu, fait de la passe d'ess, mais Anthony Davis, voilà la saison qu'il a posée. On est d'accord, en 1-2. Voilà, c'est ça. Giannis, juste petite précision, Giannis, il fait ça en 30 minutes par match. Voilà, et Giannis a 17 ans, pour ceux qui ne savent pas. Donc Giannis en 1, Anthony Davis en 2. Numéro 3. T'as mis quoi, toi ? En 3, vas-y, on doit avoir le même. Siakam ? Oui. Pascal. Pascal fait partie des 3 meilleurs ailiers forts au monde, ça y est, c'est l'évolution. J'ai pas hésité en fait. Non, il y a un gap entre 3 et 4. Ouais. J'ai plus hésité à classer mes 4, 5, 6 que mes 1, 2, 3 en fait. Mon 1, 2, 3, il était assez obvious, moi je trouve. Juste en 4, tu as mis qui ? En 4, du coup, j'ai Sabonis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pareil, on est d'accord qu'il y a quand même une petite diff quand même entre Siakam et Sabonis. À confirmer pour Domantas. Progression incroyable de Domantas. Joueur, j'adore. Après, je trouve qu'il est déjà... il peut tellement jouer pivot que... ça, on en parlera la semaine prochaine dans Miles Turner. Ouais, Sabonis. On en parlera dimanche prochain dans la discussion avec Miles Turner. Mais clairement, la génétique, voilà. On n'est pas tous égaux devant la génétique. Il y en a un... son papa, il s'appelle Arvidas, et pas les autres. Et sur le terrain, ça se voit, quoi. Ça se voit, moi, la qualité de passe de notre ami Domantas, sa vision du jeu,
sa technique. Dès que tu lui files du temps de jeu, tu sais que tu vas avoir ta production. Non, bien sûr. C'est vrai qu'en défense, il y a des petites, un peu des fois des. Ah, il est un peu énervant des fois et tout. Au rebond, c'est un monstre. Ça a progressé en défense. Sabonis, on n'en a pas parlé assez Ça a cette progressé, saison. tout Ça à fait. a Mais vraiment je veux progressé. dire, d'accord, mais par rapport à Siakam, Anthony Davis ou Yanis, là, quand même. Non, mais il y a là où- c'est là où- même plus un gap, là. C'est un. Je pense, et moi je veux bien l'avis des gens là-dessus, je pense qu'il pourrait y avoir une sorte de consensus sur les spots 1, 2, 3, 4. Giannis, AD, Siakam, Sabonis. Après, vous voyez si vous voulez mettre Sabonis en 5 ou comme vous voulez, mais... Moi, j'ai mis Tobias en 5. Moi aussi. Tobias, dans une meilleure saison des Sixers, il peut peut-être discuter avec Sabonis quand même fort, hein, attention. Bah, il n'est pas étoilé. Oui. Et... Il n'est pas étoilé. Il a un niveau de All-Star, si on veut, il n'est pas Tobias étoilé Harris. parce qu'il y a déjà 2 étoilés dans son Et son tout à groupe, fait. quoi. Et on peut dire qu'il a un niveau de All-Star, mais juste... Il a bien tenu la baraque quand il a fallu. Il a fait, et je trouve pareil qu'on n'a pas assez parlé de, au moins dans cette espèce d'irrégularité des Sixers, il y avait une régularité autour de Tobias. Malgré son utilisation, ce qu'on pouvait avoir des deux côtés du terrain, moi, m'a vachement plu avec Tobias Harris, surtout avec les critiques qu'il y avait eu sur son contrat, et qui continueront à aller au fur et à mesure que les années vont passer. Exactement, situation pas facile. Et puis un coup, t'es 3 titulaires à côté de Horford et Embiid. Donc en gros, t'es un space the floor et tout. Enfin, tu vois, un coup, tu joues qu'à... T'as des fins d'horloge, tiens, il reste 8 secondes, vas-y, trouve-nous un panier. Non. Tiens, Ben Simmons c'est sorti. Tu peux créer le jeu, s'il te plaît, Tobias. Tu peux avoir la balle en main, une attaque sur 2. Tu peux poser un écran à Shake Milton, s'il te plaît. Vas-y, non, franchement, pas une situation facile. On peut le mettre dans les surpayés, mais on peut aussi le mettre dans les gars genre mal utilisés. Hein. Ouais, bien sûr, sous-utilisés. 1, 2, 3, 4, 5. Giannis, AD, Siakam, Sabonis et donc Tobias Harris. On est d'accord. Sur le 6, j'avoue, je me suis fait un kiff et ce n'est pas John Collins. D'accord. Moi, j'ai mis John Collins. Ok, j'avoue, tu peux le foutre en 6. Ouais, il était en 6,5. Collins, honnêtement. Il a des stats de All-Star. Hein. Il n'a pas le bilan, évidemment. Non, bien sûr. Non, on est d'accord. Il a des vrais stats de All-Star. Il a une production de fou. Il a progressé au tir. Hein. Tout à fait. Il a bien travaillé. Il a vraiment travaillé, il a bien bossé et j'aurais bien aimé voir ce qu'aurait pu donner une saison complète avec lui. On n'aurait peut-être pas eu le même script du côté d'Atlanta. Par contre, là, en fait, la question, elle est déjà posée, genre, je prends Zion ou je prends John Collins? Ah non, mais clairement. Je prends 18 matchs de Zion ou je prends... Alors, en fait, j'ai mis Zion en 6 parce que avec le petit sample que nous a donné, le petit extrait de match que nous a donné Zion... Non mais moi je l'ai pas mis parce que je considère que ça va. C'est un classement de la saison, il a pas joué assez de matchs. Par contre, s'il avait joué 60 matchs là, comme on l'a vu faire les 19, mais moi il serait en discussion avec Pascal Siakam en fait. J'ai pas peur de le dire. Oh, peut-être pas non plus. Il serait devant Sabonis et Harris. Bon. Je sais pas s'il serait devant Sabonis. S'il avait joué 60 matchs comme il vient de jouer les 15-20 là, il est devant. Pour moi, il est devant. Oui, mais tu sais bien que ça n'aura pas été le cas. Non mais voilà, donc c'est du coup j'enlève les 6. C'est pas le cas, donc je l'ai même pas mis dans mes 6 du coup. Mais donc j'ai vu John Collins parce que évidemment John Collins, c'est un classement de saison. Bilan cata, mais production de folle. Production et puis progression. Progression, jeune âge aussi. Hein. On est bien d'accord. Dans tous les cas, sur le podium, nous avons été d'accord. Nous sommes sur Giannis, Anthony Davis et Spicy P, Pascal Siakam. Ensuite, on a casé monsieur Dodo Sabonis avec Tobias Harris. Et après, c'est au choix. Certains qui ont été mentionnés, d'autres non. Il y a eu du Zion, il y a eu du John Collins, d'autres éléphants dont on pourra parler. Dites-nous ce que vous avez pensé en tous les cas de toutes ces petites questions. Suivez l'actualité notamment, puisque là, on va parler de potentiel retour de la NBA cette semaine sur le site de Trash Talk. Et nous, on se retrouve bientôt, Alex, pour parler des pivots. Ouais, c'est ça, exactement. Et on vous souhaite une excellente semaine, on vous fait plein de bisous et à très vite. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao.